Bonjour et bienvenue à l'émission Qu'en pensez-vous pour la semaine du 24 novembre 2014. Notre émission qu'on fait toutes les semaines où on va parler d'actualité régionale, nationale et on va même aller à l'international. Cette semaine avec moi, bon ami Francis Côté. Ça va bien Francis? Très bien. Bonjour auditeurs. Ouais. Donc Francis, on avait pensé que c'était l'hiver, mais aujourd'hui il fait 10 degrés puis il pleut. T'avais-tu hâte de sortir ta motoneige? Oui, mais je l'ai resserré. Ouais. Non, en fait, c'est un écart de température qui n'est pas aidant pour les cours d'école. Je t'avoue que chez nous, quand ça slush et ça reglace et ça remouille et ça reglace, c'est assez tannant. Donc, on va espérer qu'après ça, l'hiver va commencer définitivement. Ouais. C'est vrai qu'une cour d'école, là, quand bien gelé, là, c'est écrit accident. C'est en plein ce qui arrive. Les enfants se blessent déjà très régulièrement. Ouais. On va essayer d'éviter les incidents en sable blanc, mais ça devient qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut gratter à slush? Oui, c'est ça. Idéalement, que le contracteur vienne au bon moment pour enlever le surplus de slush, puis après, t'espères que quand il va faire froid, qu'il tombe une petite neige pour pas que ça quand c'est bien glacé, là, vous pouvez juste saler ou dites-tu des fois, là, les jeunes, on va pas dans le cours d'école, c'est trop dangereux? Ça arrive, mais sinon, on peut sabler. On fait venir au contracteur, puis on met avec sa sableuse. Oui, pas le choix. Là, de toute manière, puis si c'est trop glacé, on les garde en dedans. C'est pas vrai qu'on va se blesser pour aller jouer dehors. Non, c'est ça. Bon, le fun de jouer dehors, c'est d'avoir du fun. Hein? Exactement. Hey, on va se lancer, on va commencer tranquillement. Ouais. On va décoller avec les actualités régionales, en fait. On parlait de motoneige, c'est pas pour rien. Droit de passage des motoneiges, on dirait que c'est un débat qu'on a à toutes les années entre la gang des skidoo, là, ceux qui font les circuits, qu'on aime bien, qui organisent les circuits, qui vendent les cartes, qui font les petites haltes, etc. Et les agriculteurs, où c'est les droits de passage, en fait. Là, on avait négocié les droits de passage. Il y a des régions où c'est réglé. On a décidé de faire des sentiers permanents. D'autres places, c'est pas réglé. Puis là, ça revient encore. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas compliqué. Il y a quelques années, ils s'en sont servis comme levier de négociation. Puis on dirait que depuis ce temps-là, on aime mieux laisser ça en suspens pour revenir à tous les ans avec des accords négociés. Il va falloir, à un moment donné, quand tu t'assumes comme région, paradis de la motoneige, qu'on a quand même les Monts-Valin au Saguenay, que le Tour du Lac, on est sur le bord du parc des Laurentides, on essaie d'attirer une clientèle quand même assez lucrative, on ne se le cachera pas. Les gens viennent ici, ils vont dans les hôtels, c'est des gens qui ont quand même des sous. Il va falloir, à un moment donné, qu'on vienne avoir des structures permanentes puis de faciliter les choses. C'est pas logique que... Parce que là, ça se devrait être utilisateur-payeur, dans le sens que, bon, moi, je peux comprendre les agriculteurs. Tu passes sur mon terrain, m'amener un droit de passage parce que ça peut briser des affaires pour plein de considérations. Puis les clubs de motoneige, eux, ne veulent pas payer parce que les gouvernements payaient, parce que historiquement, c'était gratuit. Puis là, comme tu dis, si on négocie à toutes les années, pourquoi pas faire une négociation qui va durer tout le temps? Parce que là, à chaque année, il faut probablement en redonner plus. Hein? Ils sont comme tout le monde en veut tout le temps plus, tout le temps. Là. Exactement. Et les propriétaires de terre, est-ce que c'était si fréquent que ça qu'il y avait des bris? Est-ce qu'on avait régulièrement à faire des réparations? Je pense pas. Je pense que les utilisateurs, généralement, étaient des personnes responsables, sauf que, bon, il y a tout le temps quelques personnes qui exagèrent, qui vont sur le bord des bleuetières pour aller briser des plants, faire des choses comme ça. Mais en général, j'estime, de ma propre croyance, que c'était quand même une utilisation responsable. Il va falloir en venir à une entente à un moment donné qui ne sera pas à renégocier à chaque année. Oui, parce que ça coûte quand même cher, là. La motoneige, bon, au-delà de l'équipe de la machine, de l'habillement, ça te prend un permis, après ça, l'accès au sentier? L'accès au sentier, qui est quand même assez dispendieux. On parle de 300-400 $ autour d'eux. Okay. Ça revient assez cher. Fait, ça prend quand même des utilisateurs pour payer les droits de sentier. Puis si jamais on réussit à avoir une industrie en santé, bien, ça va en partie s'autofinancer, j'imagine. Oui, mais c'est de voir si ces gens-là, en fait, ça doit être un peu ça, c'est qu'à quelque part, les clubs de motoneige doivent faire de l'argent. En fait, il faut qu'ils entretiennent tout ça. Je ne suis pas assez informé pour savoir, là, mais c'est que les agriculteurs doivent probablement vouloir avoir leur part de revenus là-dedans, ou je ne sais pas. Sûrement. Oui, ils entretiennent les sentiers. Parce que, comme tu dis, le paradis de la motoneige, ça ferait un super... Tu sais, on a la vélo-route, on sait que ça marche. Imagine la motoneige route des Bleuets, où tu peux faire le tour du lac, puis on le voit en plus en plus avec les réchauffements climatiques. En plus, nous, on va avoir de plus en plus de neige, normalement.
Fait que les gens vont venir faire de la motoneige, les Américains, tout le monde, tout le monde. On a un marché potentiel, mais c'est à nous de placer les infrastructures. Hey, on a un mot compliqué. Les infrastructures pour que ce soit agréable pour tout le monde. Oui. On espère, on espère. On espère. Hey, il y a eu une Xème manifestation devant les bureaux du premier ministre Philippe Couillard à Saint-Félicien. Cette fois-ci, c'était pour ceux qui demandent des logements sociaux, donc des loyers primodiques, des HLM, etc., parce qu'il y a une crise du logement, ça on le sait. Bon, je ne sais pas, je pense qu'il était 150-200 devant du bureau du premier ministre. Est-ce que ça donne quelque chose? Bien, au-delà, là, bon, logements sociaux, je pense que c'est une nécessité partout, là, parce que, je veux dire, il y a des maisons neuves qui se construisent, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer des logements. Il y a beaucoup d'endroits où un loyer s'est rendu les yeux de la tête. Là. Quand j'ai regardé pour les loyers la dernière fois, je me suis acheté une maison, ça revenait moins cher. Exactement. Ouais. Fait que, sauf que pour acheter une maison, ça prend de l'argent, etc. Donc ça, c'est une nécessité, on en convient. On manifeste parce que le gouvernement, en ce moment, il est plus dans une logique de couper partout que d'investir. Ma question, c'est plus au niveau de l'implication. Est-ce que ça donne encore de quoi d'aller manifester? Moi, tu sais, quand j'étais à l'université, on parlait beaucoup de passer de la philosophie de chialer, là, de dire faites quelque chose, on n'est pas d'accord, à trouver des solutions. Je te donne un exemple. Nous, c'était par rapport à la bouffe à la cafétéria. Les gens chialaient, la bouffe à la cafétéria n'est pas bonne. Fait que le moment donné, le monde chialait tellement que l'université changeait les menus à la cafétéria. Là, ça durait 2 ans. Le monde a recommencé à chialer. Et ceux de ma génération, à la place, on a décidé d'ouvrir des cafés où on faisait notre propre bouffe. Fait que là, on ne pouvait pas chialer, c'est nous autres qui décidaient ce qu'on mangeait. Voilà. Tu comprends-tu dans la philosophie de changer? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ces gens-là apportent des solutions? Et, je vais t'écouter là-dessus, puis je continuerai après. Logiquement, présentement, tous les groupes sociaux, que ce soit la santé, l'éducation, les assistés sociaux, le chômeur, tout le monde, on a tous une raison d'aller manifester pour une raison. Il y a tous un climat d'insatisfaction qui va toucher une partie de notre travail ou de nos sphères de vie. Maintenant, il faut cibler qu'est-ce qui est pertinent. Puis comme tu dis, il faut amener des solutions. Il faut, oui, s'exprimer et dire on n'est pas content. Bon. Est-ce que l'État est là pour satisfaire tout le monde? Est-ce que l'État est là pour donner satisfaction à chaque fois qu'une demande arrive? Je ne pense pas. Faire d'une manifestation un début de discussion, c'est intéressant, mais chialer pour chialer, comme tu as dit, je ne pense pas qu'on va aller tellement loin. Et le poids médiatique, je ne pense pas qu'il va être là. Tu es mieux placé que moi pour parler du poids médiatique, mais si tu parles de 15 manifestations de 100 personnes et une grande manifestation, un événement rassembleur sur plusieurs points, je pense que de faire un événement va être plus pertinent parce que là, avoue qu'on en parle à peu près plus des manifestations qui se font. Parce que là, il était 150-200, mais mettons qu'on était 100 000 en avant du bureau du premier ministre. Parce que la logique, tu sais, je peux comprendre qu'il faut apporter des solutions, mais il y a une dynamique aussi où notre problématique, elle n'est pas écoutée par le gouvernement. Exactement. Dans le sens que les solutions, je pense que les gens en ont, mais on ne se sent pas écouté, puis on n'a pas l'impression que le gouvernement veut faire quelque chose pour changer, en tout cas, notre problème quand on va manifester. Maintenant, si on était 100 000 à Saint-Félicien devant du bureau du premier ministre, penses-tu que ça changerait quelque chose? Est-ce que ça changerait? On en parlerait, on se questionnerait sur le fondement de ce qui est discuté. Changer, je ne le sais pas. On a un gouvernement majoritaire, ils vont quand même prendre les décisions. Oui, il n'y a rien à faire. Bon, là-dessus. Par contre, d'être écouté, au moins avoir une infrastructure qui va permettre d'avoir un dialogue. Je veux dire, c'est très simple. Si tu ne poses pas la question aux gens qui sont dans le besoin, si tu ne poses pas la question aux gens de l'éducation, aux gens de la santé, si tu ne vas pas t'adresser aux personnes qui sont sur le terrain pour savoir c'est quoi la problématique, les pistes de solutions qu'on peut mettre en place, puis tu restes dans ta tour de bureau à dire, bon, une manifestation qui arrive, oui, on va tenir compte de tout ça, puis on fait de la politique en avant des médias, tu n'avanceras pas. Ça prend des forums de discussion, ça prend des passerelles pour, entre le besoin de la population et le gouvernement, avoir un lieu de discussion. Et ça, je pense qu'on l'impression qu'il n'y en a pas. Oui, bien là... Mais on est d'une logique d'austérité, là. On coupe partout. Donc, on sait ce qui va se passer. Là. Ils vont être là pendant 5 ans. Donc, les 2 premières années, ils vont couper partout. Puis les 2 dernières années, ils vont réinvestir tout ce qu'ils ont coupé pour se faire réélire. C'est à peu près la même logique qui s'applique. Là où j'ai plus de difficultés, c'est que le discours n'est pas cohérent avec
ce qui était amené lors des campagnes électorales. Ouais. C'est le hic. Puis après ça, se rabattre puis dire on n'était pas au courant des dernières années, de la situation financière. Je m'excuse, mais le Parti libéral a couvert à peu près 90 des dernières années. Sur les 11 dernières années, il y a 18 mois qui n'ont pas été là. Donc, après ça, de nous dire on ne connaissait pas l'étendue des... Non. Quand tu étais en élection, donne-nous le portrait exact de ce que tu veux faire, puis on votera là-dessus. La prochaine fois, au moins, souvenons-nous qu'on demande une cohérence entre ce qui est promis, entre les engagements qui sont dits et ce qui va se faire. Ralph Klein, dans le temps, en Alberta, l'avait fait. C'était bien en Alberta? Oui. Ouais, ça. L'avait fait dans le temps, avait promis, avait annoncé des choses. Il les a fait. Et il avait été élu là-dessus. Mais il y a une affaire que je veux noter, parce que moi, ça m'a marqué. Quand, durant les 18 derniers mois du gouvernement péquiste, il y avait un sondage où ils ont montré que, pas un sondage, mais une étude, puis que le gouvernement Marois avait respecté 61 ou 62 de ses promesses électorales. Oui. Puis là, je me disais, c'est pas tant, c'est la note de passage, tu sais. Et après ça, quand on regardait, c'était le record pour un gouvernement au Québec. Ben oui. Non? Parce que tu voyais les gouvernements Charest, etc., on était autour de 35-40 %. C'est un peu triste, là, parce que, comme tu dis, dans la campagne électorale, on passe plus de temps à débattre, à essayer de démolir les idées des autres que de faire valoir les idées. Puis là, je ne mets pas juste la faute sur les politiciens, parce que les médias montrent des clips, puis sur une conférence pendant 1 heure où la personne va expliquer ce qu'elle veut faire, ils vont mettre 2 minutes où la personne bafouille. Puis d'un autre côté, les gens, ils prennent pas le temps d'aller sur les plateformes électorales, lire, comprendre. Ils votent souvent sur des oui-dire ou ce qu'ils ont entendu au garage ou au salon de coiffure. Voilà. Et présentement, on espère on l'a vu avec les élections scolaires, on l'a vu avec les dernières élections au Québec, il y a un vent de morosité. Et si on perd confiance dans notre infrastructure politique parce qu'il y a un manque de cohérence entre ce qui est annoncé et ce qui est réalisé, non, c'est une autre affaire, les élections scolaires, parce c'était voué à ne pas marcher, là, parce qu'on avait, mis l'épée de Damoclès au-dessus. On avait déjà dit, hey, c'est un test, ces personnes vont voter. Mais en même temps, là, à l'époque où, aux élections municipales, là, il y avait 20, 25, 30 des gens qui allaient voter, est-ce qu'on disait, on enlève la mairie parce que le monde ne va pas assez voter? Voilà. Puis s'il y a un déficit démocratique au niveau des commissions scolaires, c'est peut-être qu'on n'a pas à faire d'élections là. Ça veut-tu dire qu'il faut les enlever? Ça, c'est une autre question. Et les gens ont confondu enlever la commission scolaire et enlever l'étage décisionnel des représentants de la population. Le conseil des commissaires, qui représente 0,000 % du budget, les gens disent cet étage-là, c'est pas nécessaire. On devrait se rendre directement aux écoles, aux services. OK, mais quand tu parles des services, on ne peut pas tout couper. On ne peut pas dire non, occupez-vous dans les écoles. Parce que la réalité, par exemple, c'est que, par exemple, tu avais un directeur, par commission scolaire qui disait, moi, je vais m'occuper du transport scolaire. Voilà. Là, ça veut dire qu'on ramène ça à la même personne. La même personne, ça va y prendre 2 fois plus de temps à faire ça, ou elle va s'engager un adjoint. Bien, c'est ça. Concrètement, au niveau, ça va être par attrition sur quelques années. Oui, il y aura une réorganisation potentielle avec les fusions, mais honnêtement, c'est pas demain matin qu'on va dire on vient de sauver 4 millions. Là. Oubliez ça. Oui, j'ai hâte de voir comment on va sauver parce que j'y crois peu. Là. Je veux dire, c'est la même enveloppe, les mêmes budgets. C'est comme les CLD. On va les donner à la MRC. On a le budget qui va devoir être géré par des gens. On va engager quoi, les gens du CLD, puis on va juste changer le nom. Je sais pas. J'ai comme des doutes. J'ai hâte de voir comment ça va marcher. Il ne faut jamais oublier que tout changement déstabilise. Puis un an après l'avoir vécu, quand tu poses la question aux gens, c'est viable. Il ne faut pas oublier qu'avant, on était 5 commissions scolaires dans notre commission scolaire. Ouais. Il y avait Vallée-Nistassini, il y avait Dolbeau, il y avait Normandin, Roberval, Saint-Félicien avec Lavalière. C'était 5 entités différentes. On parle d'une seule commission scolaire depuis plusieurs années. Ça marche bien. Et ça fonctionne bien. On avait 4 centres administratifs. On est tombé à 2 il y a quelques années. À la question, est-ce que c'est viable d'avoir le Lac-Saint-Jean en commission scolaire et le Saguenay en commission scolaire? Sûrement. Est-ce qu'on amène la raison de l'économie et que c'est là-dessus qu'on va sauver tellement? Ben, j'en suis pas si convaincu. La personne, mettons, là, qui habite à Alma puis qui est responsable des écoles, il faut qu'il fasse le tour des écoles, il passe la semaine dans son char? Bien, c'est ça. En frais de déplacement, en logistique de toutes sortes, au niveau informatique, au niveau transport, au niveau même des conventions collectives, ce qui va être le plus complexe. Les directions d'école ont leur entente avec la commission, les profs, les personnels de soutien, les professionnels. Tout le monde a une entente particulière dans sa commission scolaire. Marier ça, marier les pratiques, ça va être complexe. Donc, c'est pas impossible, mais ça va prendre de bonnes discussions dans les prochains mois là,
le portrait Puis il faut, qu'on je a. pense, que les commissions scolaires qui sont en place fassent partie de la solution. Il ne faut pas leur imposer quelque chose. Exactement. Exactement. Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Impliquez-nous dans le processus de réflexion et prenez pas une décision unilatérale qui, après ça, on dit « Ah, ça marche pas, mais on ne sait pas pourquoi. » On ne nous l'a pas demandé. Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà. Bon, as-tu une entreprise? Non, aucune. Non. As-tu une proposition au Ben moins? oui, non, mais je parle de planifier son transfert d'entreprise parce que au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en ce moment, il y a au-dessus de 500 entreprises où le patron a 65 ans et plus. Et ça a l'air que c'est très difficile de créer la relève, de chercher la relève, parce que faut pas penser que la journée où tu vends ton entreprise, tu as fini de travailler, parce qu'il faut passer, il faut expliquer, etc. Puis, ce qui est logique de faire, c'est d'engager quelqu'un qui va tranquillement prendre la mesure de ton entreprise. Et puis, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a vraiment un gros déficit à ce niveau-là pour la succession d'entreprise, que ce soit familiale ou des petites PME, etc. Je ne sais pas si tu avais des solutions, parce que les gens... Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens ne voient pas venir ça ou disent, bon, ben, à un moment donné, je vais vendre, puis ça sera d'autres à s'en occuper? Ou... Quand une personne a ses façons de faire, mène son entreprise d'une certaine manière, de passer le relais, c'est pas évident. Il faut poser la question aux gens qui sont de jeunes entrepreneurs qui vont reprendre des entreprises et qui embarquent dans des souliers et des façons de faire qui existent depuis longtemps. C'est pas évident. Ça demande énormément d'ouverture pour les gens qui passent le relais à l'entreprise. Ça demande beaucoup d'ouverture pour les personnes qui se lancent dans le projet. Ouais. C'est pas évident. Puis effectivement, il faut que ce soit planifié. Les gens doivent être accompagnés là-dedans. Parce que c'est pas certain que la personne qui avait l'entreprise avait nécessairement la meilleure façon de fonctionner, mais ça fonctionnait. Voilà. Fait que l'idée, c'est d'arriver, de prendre conscience de comment ça fonctionnait, peut-être de le faire un an, puis après ça, de faire comment ça peut fonctionner mieux, on va changer les affaires. Parce que quand tu arrives d'une nouvelle. C'est comme être embauché d'un nouvel endroit puis vouloir tout changer les modes de fonctionnement, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Exactement. Mon père avait une entreprise. Puis quand j'arrivais avec mes idées, il y a plein de bonnes idées, je suis certain, qui ont pu être prises ou qui auraient pu être prises, qui étaient excellentes. Et il y a bien des choses, par contre, que j'aurais pu essayer, que lui savait que ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'il l'avait déjà essayé, parce qu'il connaissait son marché, il connaissait les besoins des gens qui rentraient dans son entreprise ou qui avaient affaire avec lui et qui avaient cette expertise-là. Il faut faire le pont entre les deux et ce n'est pas évident. Par contre, j'ai foi en la nouvelle génération d'entrepreneurs. J'ai foi en les jeunes en région présentement et je n'inclus pas uniquement ici, j'inclus... Charlevoix, j'inclus Québec, j'inclus partout, où cette génération-là d'entrepreneurs ose et aime faire les choses à leur manière. Et ça, c'est plaisant. Ça demande de l'ouverture parce qu'on se dit, OK... Bien, si on veut s'en sortir aujourd'hui, il faut vraiment innover. Il oui. faut être en avant du marché sur lequel on est puis avoir des bonnes idées. Là, on le voit avec Apple, là, c'est un exemple. Là, mais exactement. C'est comme ça qu'ils ont réussi à survivre en réinventant, en fait, leur marché. Tu m'as demandé avant de venir si j'avais un sujet, j'en ai un qui se greffe à ça. Je parle à tous les entrepreneurs de Dolbeau-Mistassini. As-tu eu vent de la nouvelle, tu le sais peut-être plus que moi, que le bâtiment sur le bord des chutes, secteur Mistassini, le bâtiment blanc... Oui, l'éléphant blanc, là. Ce serait vendu. Pour vrai? Oui, et ce serait vendu à l'oncle d'un ami, je crois, un certain M. Lapointe. Et semble-t-il qu'il y a quelque chose qui se ferait là. Je n'ai pas de détails sur ce que ça pourrait être. Parce que c'est un bâtiment particulier avec une architecture intéressante. Là. Voilà. Et je m'excuse, mais c'est probablement le plus beau point de vue qu'on n'a pas autour du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une place magnifique. Ce bâtiment-là, qui est très, très, très particulier, a déjà bien des petits travaux à faire dessus, mais quand même, il y a du potentiel, que ce soit sur de l'exploitation touristique, sur de la restauration, sur un belvédère, peu importe. C'est vrai qu'il y a un restaurant là avec la vue sur les chutes. Écoute, ça pourrait être écœurant. Ou une passerelle sur le dessus du panoramique pour avoir un belvédère, un centre d'interprétation de la culture du bleuet, ou peu importe. Il y a quelque chose à faire avec où on ça. pourrait traverser la rivière. Une tyrolienne où on va jusqu'à Pointe-des-Pères, voir un show de la route des Mille et une histoires. Ou peu importe, il y a moyen de faire quelque chose. J'espère, parce que quand j'arrive, j'ai été à Baie-Saint-Paul récemment, tout point de vue sur le bord du fleuve, sur le bord de la rivière, de la Baie-Saint-Paul, ou peu importe, est exploité et mis en valeur. Quand tu passes à Mistassini, ce boulevard panoramique, et tu regardes à ta droite les chutes, c'est magnifique. Et quand tu regardes à ta gauche et tu vois ce qu'on utilise comme espace et qu'est-ce qu'on retrouve
J'ai un petit peu de misère avec ça. Donc, je souhaite je souhaite encourager les entrepreneurs, justement, qui reprennent une entreprise ou qui lancent une entreprise, d'utiliser adéquatement. Oui, mais c'est vrai qu'on ne pense pas beaucoup à ça. Ouais. Et pourtant, quand on rentre quelque part, puis on se sent bien, puis c'est beau. Puis il n'y a pas juste le produit, là, c'est tout l'environnement. Puis j'avoue que c'est un super endroit pour faire Chez vous, pas loin de chez vous, on le voit, dans le coin de Saint-Gédéon, rang des Îles, sorti du village, ils ont voulu faire de quoi de beau, ils ont voulu amener les gens. Ouais. Et quand tu passes durant l'été et que tu as la possibilité d'aller à la microbrasserie, de manger un fromage chez Médard, ben non, de prendre un déjeuner, regarde la quantité de cyclistes qui passent dans le coin parce qu'ils ont mis en valeur le bord du lac Saint-Jean. C'est impressionnant, là. Ici, ben, il y a juste ça à faire. Tout est super beau. J'ai des amis français qui sont venus puis ils regardaient la rivière puis ils étaient là. Comment il s'appelle le fleuve? C'est pas un fleuve, c'est une rivière. Non, chez nous, c'est un fleuve. Non, c'est magnifique, là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est intéressant tout ça. Francis, connais-tu tes ancêtres? Oui. Oui? Oui. Parce qu'on est en plein dans la semaine de la généalogie. Oh, wow. Mais moi je vais t'avouer que je me suis jamais trop penché là-dessus. Là. Non? Mais non. Turcotte, ça vient de où? Turcotte, ça vient de mon père. Là. Non, mais ça m'a donné le goût, en fait, Okay. d'essayer de voir, de comprendre. Ça a l'air que quand on commence à faire de la généalogie, là, on a le goût d'arrêter. Puis ici, au Centre d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, là, il y a des gens qui peuvent vous aider à faire ça. Là. On a été d'ailleurs à la vente de livres qu'il y avait à l'ancien salon funéraire à Dolbeau récemment, il y a quelques semaines. Et je ne sais pas si c'est encore ouvert présentement, mais c'est un endroit à aller pour trouver des trésors. Ma conjointe cherchait depuis des années la cuisine raisonnée de, écoute, le vieux livre. Ça lui a coûté 4 Un livre avec une vieille écriture de madame qui a pris dans la note des recettes. Le livre est magnifique. C'est une belle Jeanne Benoît. Oui, Jeanne Benoît. Donc, la généalogie et sa société donc, se financent avec ça. Et c'est quelque chose d'important d'avoir cette mémoire-là pour une collectivité. C'est extraordinaire. Là. En plus, ils font tellement beau travail. Là. Oui. Mais je vais peut-être me pencher, je ne sais pas. Là. Je dis pas non. Là. Je connais vraiment rien. Là. Ma mère en a un peu, là, tout ça, parce que des fois, quand il y a des fêtes familiales, ça fait tant d'années, ou je sais pas, là, il y a des rassemblements. Là, on en apprend, mais sinon, moi, je sais que les Turcottes sont arrivés à l'île... L'île aux Coudes? Non. Non. L'île d'Orléans. L'île d'Orléans? Oui, c'est là où tout ça a commencé, mais avant ça, je peux pas dire. Peut-être que je vais me permettre de chercher. Moi, je peux te dire que Côté vient de... Parce que dans le temps, en Europe, il y avait une famille, parce que là-bas, les noms venaient souvent soit du village d'origine ou de par un trait caractéristique. Et il y avait une famille qui portait toujours des habits, qui était toujours bien habillée. Donc, les gens les ont appelés les costés, parce que là-bas, on disait un costard pour un habit. Donc, c'était les costés. Donc, quand ils se sont rendus en Nouvelle-France, eh bien, on a enlevé le S et c'est devenu Côté. Ah, c'est intéressant. Moi, je pensais que c'est parce que tu avais les gens dans le milieu, puis les côtés étaient dans le village à côté. À côté. Puis là... Puis on dit, c'est le monde d'à côté. Hey, mouvement touche pas à ma région. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'avec tout ce qu'il y a d'austérité en ce moment, on coupe partout, etc. Et il y a beaucoup de gens qui sentent qu'on est en train de recentraliser beaucoup les pouvoirs à Québec ou même dans les régions, on va recentraliser ça dans les grands centres. Par exemple, on regarde la santé, ça va être centralisé à Chicoutimi, etc. Et il y a plusieurs régions qui se sont mis ensemble pour dire on fait un mouvement touche pas à ma région parce que les gens qui sont à Montréal, eux, c'est très... Bon, l'univers, les médias, c'est très montréalocentriste, si tu veux. Là. On parle beaucoup plus de ce qui se passe à Montréal. Mais les régions ressources, c'est extraordinaire tout ce qu'il y a là. Puis il faut les visiter puis y aller. Il y a beaucoup de gens de Montréal là, qui ne savent même pas c'est où, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait. Je trouve ça intéressant qu'on ait... Moi, je suis très régionaliste. Je crois à la décentralisation. Je comprends que c'est compliqué. Mais je crois que quand le pouvoir est plus proche des gens, bien, on est plus capable de répondre aux réels besoins. Qu'est-ce que tu penses d'un mouvement comme ça, toi? C'est légitime et j'espère que les gens vont prendre conscience que ça nous appartient. Si on attend que les grands centres nous donnent notre dû, mettent en valeur nos propres ressources, je m'excuse, ils ne le feront pas. La TV communautaire de Dolbeau-Mistassini, du secteur, si on espère qu'une grande ville va donner un 15 minutes de gloire à la région... Il faut qu'il arrive quelque chose, un accident, un éboulement, une tempête. Là, ils vont arriver. Sinon, il faut encourager nos productions régionales, il faut encourager tous les mouvements régionaux, nos façons de faire régionales, parce qu'on n'a pas la même réalité. Donc, j'espère qu'on va embarquer dans un mouvement comme ça et qu'on va défendre nos intérêts régionaux. J'ai choisi, moi, personnellement,
d'élever ma famille, d'être dans un secteur rural, justement, parce que la qualité de vie, et je crois aussi à ce qui se passe dans notre coin de pays, que ce soit mis en valeur, mais il ne faut pas attendre que Québec ou Montréal décident de mettre notre région en valeur. C'est un exemple concret de... Exactement. Puis on le sait, là, on a des amis communs qui sont rendus à Montréal et puis quand ils reviennent, ils rient un peu des gens des régions. Puis moi, ça me choque tout le temps parce que c'est de là qu'ils viennent, en fait. Oui, puis on peut le dire, ils n'écoutent pas parce que l'émission ne passe pas chez eux, là, mais effectivement, c'est agaçant et on ne souhaite pas, justement, qu'on dénigre ce qu'on a d'acquis. Et j'y crois pas, de toute façon. Et je pense que, de toute façon, c'est générationnel. Les gens reviennent maintenant pour les bonnes raisons et croient, après avoir vécu plusieurs années en ville, qu'on peut quand même se réaliser. J'avoue qu'il y a des jobs que c'est plus tannant ici. Physicien nucléaire. Physicien nucléaire, à l'entreprise de, je sais pas que... Ouais, Chipcha, c'est compliqué. Chipcha, là, c'est compliqué. C'est ça. OK, bon, ben on va passer, on va sortir un peu de la région. Okay. Parce que là, on vient de parler de région, donc on va un peu aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Oléoduc Énergie-S. Ouais. Bon, là, il y a plein de choses là-dessus. Là. Je ne sais pas si tu as vu le coulage qu'il y a eu sur leur rapport de marketing. Ouais. Et là, cette semaine, j'allais voir un truc sur Internet, et là, il y avait une pub qui décolle avant, et c'était eux, puis c'était un monsieur qui me disait comment c'était important. Puis là, j'étais là, j'avais tellement de la misère à pas rire, puis à pas être cynique, en fait, envers ça, quand tu sais que tout ce qu'ils veulent faire... Puis, je ne sais pas si tu as vu que là-dedans, il avait prévu une chaire de recherche sur l'estuaire du Saint-Laurent avec l'Université du Québec à Rimouski. Puis finalement, quand eux, ils ont vu que ça faisait partie de leur plan, ils ont dit non, on ne fera pas ça. On fera pas ça pour ça. On va avoir notre intégrité, en fait, de chercheurs. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Et là, on essaie comme de nous convaincre que c'est la bonne chose. Et puis là, ben, en tout cas, il y a des mouvements. Là. Je ne sais pas si tu as vu que Gabriel Nadeau-Dubois qui a commencé un mouvement pour ramasser. Et là, ça donne, parce que c'est pas très populaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que oui, il faut exploiter nos ressources naturelles, mais on peut-tu le faire d'une manière saine? Et il ne faut pas oublier que le sous-sol, ça appartient à tout le monde. Pourquoi c'est les compagnies qui font l'argent avec ça? Et que là, je ne sais pas, je trouve ça compliqué. Et surtout quand on voit comment ils veulent nous manipuler. Et voilà. Et là, c'est ce qu'on sait. Imagine tout ce qu'on ne sait pas. Là, ça m'écoeure un peu. Mais ça ressemble d'une grande mise en scène. Là. Je m'excuse, mais on est au cinéma présentement. Là. On est assis, on mange notre popcorn, puis on attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Et tu as raison en disant c'est nos ressources naturelles. Qu'on les exploite, qu'on développe une entreprise avec ça, j'ai pas de problème. Mais au moins, essayons d'avoir ce qui nous revient là-dedans et que ce soit fait avec nos conditions à nous. Ben oui. Parce que là, présentement, on assiste à une pièce de théâtre. Là. Parce que juste, en tout cas, au niveau minier, il y en a qui font chialer, nous, miniers, mais tu sais, les redevances minières au Québec, c'est même pas 4 quand dans des pays, ça monte à 25 à 30 là, à un moment donné, il y en a de l'argent à faire avec ça. Là, on coupe partout, mais on peut aussi augmenter les revenus. Il faut mettre notre pied à terre. Puis, surtout face à grande entreprise, là, les ressources, ils sont là, les gens vont vouloir les exploiter. Là. On va demander aux gens du Venezuela ou de la Norvège, là, quand ils ont mis leurs conditions pour l'exploitation du pétrole, si les compagnies ont fait non, puis ont fait des menaces comme ici, mais finalement, ils sont allés puis ils ont exploité. Tu sais, sur 5 entreprises, si tu en as une qui s'en va sur les 5, mais tu as 5 fois plus de redevances avec les 4 autres qui vont rester parce que tu as la ressource. Ouais. Je m'excuse, mais ils vont rester puis ça va être plus payant pour nous. Et surtout... essayons de garder un rapport de force pour que ce soit fait adéquatement, que ce soit fait de façon propre. C'est pas eux autres de nous dire « Oh, on pense que ça va être comme ça, puis ça va être correct. » Puis finalement, comme tu dis, les belugas, c'est clair comme de l'eau de roche que ça va amener une problématique au niveau environnemental. Puis, tu sais, il faut pas oublier que touristiquement, c'est hyper important aussi. Là. C'est de l'argent qui rentre, là, cette industrie-là. Là. Et tous les touristes qui viennent veulent aller voir les baleines, là, même tout le monde ici. C'est normal, c'est superbe, en fait. C'est quand l'incident arrive que là, on se fait, quand Exxon Valdez arrive ou que Lac Mégantic arrive, qu'on dit hey, « c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. » Il y avait une chance sur 1 million que ça arrive. Ben, gars, quand ça arrive, c'est-tu là qu'on se pose la question puis qu'on se dit « Regarde, on se retrouve avec un problème qu'on aurait pu prévenir, finalement. » Oui, c'est ça. Puis il va toujours avoir des risques, mais il faut faire attention, en fait, à ce qu'on fait. Là, on a le choix, en fait, encore de le faire. Rapport Robillard, là, je fais les liens, là, mais rapport Robillard, je ne sais pas si tu as vu sortir ça, là. Un rapport qu'on a demandé pour évaluer les programmes que le gouvernement fait. Je trouvais que c'est un exercice intéressant. Ça coûte de l'argent, mais à un moment donné, c'est pour économiser. D'accord? Mais là, il nous arrive. Moi où j'ai un problème, c'est qu'il nous arrive avec un constat effrayant des coupures comme gigantesques. Et on sait que le gouvernement ne fera rien parce qu'il a déjà fait ses coupures avant que le rapport sorte.
Ce qui me fait dire, et là, je vais peut-être avoir l'air de la théorie du complot, mais de dire, mais voyons, je veux dire, si tu as pris tes décisions avant que le rapport sorte, parce que tu t'en fous un peu de ce que le rapport va te dire, ou est-ce pas que le rapport exagère puis ça fait que les décisions que tu prends vont avoir l'air moins pires pour la population? Ben, c'est bon cop, bad cop, c'est rien que ça. Ouais. Je veux dire, lui, il dit c'est terrible ce qui devrait arriver, on devrait couper partout, puis tout ça. Et après ça, le gouvernement a l'air d'un bon parrain qui te prend sur ses genoux et qui te flatte le dos. En disant, hey, j'ai juste coupé. Wow, oui, fait que ça va passer. on devrait enlever 1,3 milliard. J'en ai coupé 800 millions. C'est correct. Oui. C'est ça. C'est un peu ce que je disais tantôt. La mise en scène, regarde, ça a l'air d'un théâtre d'été avec un mari caché dans le placard. Soyez plus subtils dans vos façons de nous amener l'information. Prenez les décisions. On va s'entendre. À la place de Pierrette Robitaille cachée dans le placard, c'est Lucienne Robillard. Exactement. Puis c'est pas plus intéressant. Mais honnêtement, je veux dire, si ils nous disent que ça prend un redressement, moi, je suis à l'aise avec ça. Ma génération a bénéficié d'un paquet de services. À 41 ans, j'ai quand même été bien servi au niveau de la santé, de l'éducation. J'ai profité d'un CPE, pas profiter dans le sens de profiter, mais j'ai eu la chance d'avoir des enfants dans un CPE avec un excellent service. Et je me le disais chaque jour que j'allais chercher mon fils ou mes fils, qu'à 7 $ c'était ridicule. Je ne payais pas ce que ça coûtait, je le savais. Mais j'étais heureux que ça arrive. C'est un choix de société. Mais nécessairement, s'il y a un redressement à faire, d'accord, faisons-le collectivement, prenons les décisions qui peuvent faire mal et assumons. Je suis quand même à l'aise avec ça. Mais bourrez-nous pas avec un projet d'études, de rapports qui finalement vont être là seulement pour nous dire ça aurait pu être bien pire. Oui, c'est vrai, c'est comme un fantôme. Ben oui. Bien, ça fait le lien avec ce qui suit, la hausse des frais de garderie. On a vu ça, là, c'est l'indexation. Mais en fait, indexation, monter les frais de garderie, je suis comme toi, là, je pense qu'à un moment donné, il y a une réalité peut-être qu'il faut que tout le monde paye un petit peu. Je trouve, là, par exemple, que la classe moyenne est basse. Bien là, je ne veux pas dire la basse là, mais les gens plus pauvres, en ce moment, c'est pas mal eux qui payent le plus. Ouais. Et là, on arrive avec cette hausse de frais de garderie-là. Le problème que j'ai, c'est quand le PQ avait proposé une hausse des frais de garderie de 7 à 8 et de 8 à 9, le gouvernement Couillard a dit « Mais voyons donc, qu'est-ce que vous faites là? C'est une trahison. » Et là, on change de côté et ils font bien pire, en fait. Je trouve ça triste, en fait. Tu as des jeunes enfants. Moi, je veux dire, ils ne sont pas là. Ils ne sont plus, ou en tout cas très peu en garderie. Est-ce que si on se compare, on va se comparer quand même, il y a un paquet de facteurs là-dedans. C'est hyper démagogique, là, mais si on se compare avec l'Ontario, avec les autres provinces, on est l'endroit, et de loin, il y a seulement Winnipeg qui est un petit peu proche de nous autres, sinon c'est des dizaines de fois plus, que ça coûte plus cher. Est-ce qu'on peut faire un ajustement raisonnable qui nous ramènerait mais à parce qu'au jeu de la comparaison, là, c'est dangereux, là, parce qu'on peut aussi aller se comparer avec ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en France, puis ce qui se passe en Scandinavie. Là. Tu vas voir qu'on est vachement plus élevé, mais c'est des choix de société. Comme ici, l'université, ça coûte quelque chose, puis en Suède, en Norvège, puis en Allemagne, ça coûte rien. Mais c'est pas vrai que ça coûte rien. Ils ont décidé que ça coûtait rien parce qu'ils ont fait un choix dans ce sens-là. Maintenant, c'est un choix qu'on a fait, nous. Puis moi, ce que je trouve où j'ai un problème, c'est aux universités. Un des plus gros problèmes qu'on a, c'est le déficit démographique. On a un gros problème au niveau de la santé et de l'éducation parce qu'on manque d'enfants. Et ça, je veux dire, s'il y a une manière pour nous aider à faire des enfants, je dis ça, là. Moi, j'ai 2 enfants, puis j'ai jamais été capable d'avoir une garderie à 7 $ parce que le temps que tu aies une réponse, ça prend 5 ans, puis à 5 ans, ils rentrent à l'école. Fait que là, après ça, non, mais c'est la réalité. Mais tu me dis que tu étais plus à l'aise avec une annonce fixe à 9 ou 8 ou 9 $ qu'avec une indexation après coup. Moi, personnellement, je considère que ça devrait être je suis utopiste, là. Moi, je considère que si on fait ce choix de société-là, bien, c'est l'universalité des frais. Moi, je mettrais même ça gratuit. On va dire, ça n'a pas de bon sens, il faut prendre de l'argent quelque part. C'est vrai. Moi, je considère qu'il y a plein d'endroits où que le gouvernement peut aller chercher des revenus, mais ils n'ont pas le guts politique de le faire. Oui, ça reste des choix. Je pense qu'il y a aussi des gens là-dedans il y a une infrastructure qui s'est alourdie au fil des années. Là. Sauf que, par contre, est-ce que le service était adéquat? Oui, mais c'est un choix que le Québec a fait. Et ça l'a joué au niveau de la démographie. On le voit avec l'explosion de nos classes de maternelle. Dans les 5 dernières années, le taux de natalité, le nombre d'enfants qui a augmenté partout.
Puis en on plus, voit la différence. parce que là, il y a ça, puis si ça s'attaque au RQAP en plus, je veux dire, ça devient... Et là, en plus, ils nous disent, hey, on n'a pas pensé à vérifier si ça pourrait avoir une incidence sur le fait que les femmes restent au foyer. C'est un recul aussi pour le droit pour la femme, moi, je pense. Ouais. Et parce que là, si tu veux avoir des enfants, il faut voir que tu restes chez vous. En plus que le fédéral vient de mettre le fractionnement des revenus, je veux dire, un couple qui a un peu d'argent, là, c'est que avantageux que la femme reste au foyer. Oui. Puis il y en a qui vont se poser la question sincèrement. Ben oui. Le comparatif ailleurs n'a pas fait que nécessairement il y avait un lien entre le nombre de femmes sur le marché de l'emploi et ce que ça coûtait pour les garderies. Ailleurs, ça ne va pas nécessairement ensemble. Il y a plus de femmes dans les universités maintenant, plus de femmes que d'hommes. Les femmes ont des carrières. Peut-être les hommes au foyer, j'aimerais ça. Moi, bien, c'est ça. Il y en a qui le font. Puis nécessairement, de toute façon, ce sera un choix que les gens feront. Mais je suis d'accord avec toi sur une chose. Si on met les ressources, qu'on met le soin à avoir une bonne éducation, que des familles en santé qui ont plus d'enfants, c'est des citoyens plus tard qui vont être de bons payeurs, puis des gens qui vont contribuer, plutôt que faire une vague de dénatalité qui va faire... Oui. Puis moi, il y a une autre affaire qui me gosse, c'est que là, on est bien... on capote parce que des travailleurs en service de garde ont de la misère à faire 22 24 000 $ par année, là. Ouais. Mais pour garder nos enfants, là. Mais il va regarder le salaire d'un gardien d'animaux dans un zoo, là, puis c'est 40 000 au-dessus. Je trouve des fois, on met nos priorités pas aux bons endroits. Ouais. Mais ça, c'est moi. C'est clair. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme... comme sur Facebook, tu as les gens qui mettent des vidéos de leurs enfants cute, puis des gens qui mettent des vidéos minous. Ben, on les invitera à passer une journée complète avec des enfants de 2 à 4 ans, puis le salaire est mérité. Oui, c'est clair, c'est clair. Hey, on veut mettre des détecteurs de drogue au volant pour la police. Quand la police t'arrête, on va voir, bon, t'as-tu bu? Après ça, on va avoir une autre machine, t'es-tu drogué? C'est ça. T'en penses quoi? Trouves-tu que c'est... Bien, c'est clair que... C'est clair que quelqu'un de drogué est aussi dangereux au volant que quelqu'un de sous. Oui, là, ça c'est clair. Ouais. Est-ce qu'on devrait mettre les détecteurs de drogue au volant? Je ne sais pas. Tu parles sur l'appareil? Non, c'est la police. La police va pouvoir avoir une police pour vérifier si tu es drogué ou pas. Là. Un nouvel appareil. Bien, présentement, ils n'ont rien. Là, je veux dire, non. Ils n'ont pas grand-chose. Ils ont une lampe de poche qui te mettent dans les yeux. Bien, c'est ça. Ouais. C'est sûr qu'éventuellement, ça va prendre quelque chose. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce qu'effectivement, on ne se retrouve pas avec des suites pénales qui sont hyper complexes? C'est dur à prouver, puis finalement, il faut que ce soit efficace. Quand ils vont être certains que c'est bien efficace, qu'ils ne seront pas... C'est des coûts aussi. Ben ouais. Mais d'un autre côté, tu sais, la vie, tu sais, la sécurité routière, je pense que c'est ça la priorité, peu importe ce que ça coûte. Oui, c'est clair. Puis, il faudrait qu'ils mettent des détecteurs de téléphone. Ben c'est ça. Ils mettent beaucoup l'emphase sur les téléphones, sur l'alcool. La drogue va venir aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui, maintenant, de veiller dans les bars, c'est extrêmement dispendieux. Peut-être un petit peu plus de drogue. C'est mieux de veiller sur les téléphones. Non, mais c'est l'enfer parce que là, je ne veux pas faire l'apologie ni de la drogue ni de l'alcool, mais c'est vachement dangereux quelqu'un qui texte au volant. Ben, c'est clair. T'en vois tout le temps. Chacun va un peu zigzagué, tu passes à côté au téléphone. C'est clair. Quelqu'un qui décolle pas à sa lumière, quelqu'un. C'est ça. En tout cas. Bon, on va voir ce que ça va donner. Accord à Québec-Ontario. Depuis qu'on a 2 gouvernements libéraux majoritaires qui ont comme un long mandat en avant d'eux, on est comme un front commun Québec-Ontario. Là, on est copains-copains. En plus, ben, c'est une position de force parce que c'est 60 % de la population canadienne face à un gouvernement qui reste 1 an de mandat au fédéral. Ça a du bon. Puis en même temps, il faut faire attention parce que c'est aussi au niveau de l'idéologie, ça amène une idéologie semblable. Là. Penses-tu que c'est intéressant, un front commun de province comme ça face au fédéral? Tu sais, entre autres, via TransCanada, l'oléoduc Énergie-Est, c'est-à-dire on fait les mêmes demandes. Quand la Nouvelle-Écosse a dit non, nous, on ne demande rien, venez chez nous, on est contents. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, là, un front commun comme ça de 2 provinces. Là. Pas de mauvaise chose. Je veux dire, on a des réalités qui sont semblables. On n'a vraiment pas des façons de fonctionner qui sont les mêmes. Sauf qu'on a quand même des particularités qui sont... assez similaire sur certains points. Pourquoi pas? Bien là, je trouve que l'échange d'électricité, c'est une bonne affaire. C'est correct. Puis je veux dire, on peut développer des ententes qui vont être aidantes pour chacun et surtout avoir un rapport de force, comme tu dis, 1 an avant les élections fédérales où on a quand même 60 % de la population. Ça peut équilibrer le rapport de force avec certaines provinces qui ont fait le choix d'exploiter les ressources naturelles et qui leur donnent un rapport de force très grand parce que ce sont avec les gaz bitumineux, un rapport très, très fort par rapport à l'argent. J'ai hâte de voir. J'aimerais ça avoir cette même discussion-là dans 50 ans.
Quand Ouais. là, l'Alberta, on va avoir l'air de la Lune parce qu'ils vont avoir détruit toute leur nappe phréatique et leur territoire. Là. Mais en même temps, c'est comme tu dis, c'est un choix. En ce moment, les gens sont riches, puis acheter une maison mobile, ça coûte 250 000. Là. Ouais. C'est des choix que tu fais. Puis nécessairement, les Ontariens, pourquoi pas être amis avec eux autres? Là? Je veux dire, j'ai jamais. On est allé à Gatineau et à Ottawa cet été, puis on n'a pas vu la barricade avec la douane puis les gardes de chaque côté. Là. On est quand même capable de s'entendre. Ben c'est oui, correct, oui, là. c'est ça. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai que la réalité, c'est l'ancien Haut et Bas-Canada qui se retrouve. Ben voilà. Un policier impliqué dans la mort d'un enfant. T'as-tu vu ça? Là, ça, c'était un débat, là. Parce que là, ce que je rappelle, policier, il roule dans une zone de 50 km/h à 120 km/h. Il a le droit parce qu'il est en patrouille. Tu sais, mais il frappe une auto, tue un enfant. Là, on est en train de dire que ce sera la faute du père. Là. Je trouve ça un peu élevé. Là. Mais c'est surtout que ça soit été n'importe qui, là. N'importe quel citoyen, là. Il y a des poursuites, il y a la prison, il y a peu importe ce que tu veux, il va l'avoir. Et là, on fait une enquête, pas d'accusation de portée. Je pense que c'est là où le bas blesse. Mais en partant, on ne donne pas d'informations. Moi, j'ai eu bien de la misère avec le principe. On a fini par accepter avec les moyens de pression. On va rencontrer la famille demain. Oui, ce serait bon que vous leur expliquiez pourquoi il n'y aura pas de charge criminelle suite à ça. Ça, c'est de un. Et de deux, je l'ai oublié. Fait que nécessairement, il va falloir de toute façon qu'il soit beaucoup plus transparent. Et que, parce que la réalité, c'est qu'il y a un enfant qui est mort. Là. Ben, c'est ça. Là. Tué par une police. Là. Et dans une situation que ça ne nécessitait pas. Je veux dire, il n'était pas pour une intervention pour sauver des vies. Non, il suivait quelqu'un pour l'UPAC, là, pour la corruption. Ouais, c'est ça. On ne jouait pas dans la vie de personne. Là. Non. Fait un petit peu de la misère avec le principe, surtout de la façon que ça a été traité. Je pense que le gouvernement aura à mettre ses culottes là-dedans et à dire toute situation qui implique des policiers, rapidement, on va être transparent dans la façon de traiter c'est plusieurs fois qu'on a ce problème-là. Tu sais, ce qui est arrivé aussi dans le Vieux-Québec, là, la police qui avait reculé chez quelqu'un qui avait un vélo, etc. Là, on a comme, d'habitude, là, les scènes où il y a un accident, où il y a mort d'homme, on encadre ça, on barricade ça, on va faire des enquêtes, on va tout regarder. Là, on l'a tout enlevé super rapidement. Il y a comme un manque de transparence au niveau de la police. Oui, puis eux vont être transparents éventuellement si on leur met de la pression et ça va éviter les débordements. Maintenant, avec Facebook, je m'excuse, mais la ligne sort, un policier tue un enfant, aucune charge criminelle. Tout le monde a sa théorie, tout le monde a une opinion tranchée sur le sujet, ça n'a pas de bon sens. On n'a pas les faits. Effectivement, qu'est-ce qui est arrivé? Le père, la démarche, c'était une poursuite ou quelque chose. On ne savait rien et tout le monde avait une opinion sur le sujet. On nous dit des affaires au compte-gouttes. Ah, là, telle affaire. Ouais, une journée après, telle affaire. Comme si... Si tu donnes l'information en partant, tu vas enlever un paquet de spéculations. Peu importe que ça soit populaire ou pas, en fait. Exactement. Mon boss, la semaine passée, c'était la fusion des commissions scolaires qui était le sujet numéro 1. Il a été demandé en rencontre à Québec. M. Bergeron, dans l'après-midi de son ordinateur, après avoir reçu l'information, a envoyé à l'ensemble de la commission scolaire toute l'information qu'il avait en main. Les prévisions, qu'est-ce qui s'en venait, qu'est-ce qui avait été annoncé, tout ça. Il a fait un petit pamphlet d'information qui s'appelle Infofusion. Aussitôt qu'il y a de la nouvelle information, il la donne. Qu'est-ce que ça fait? Tu es au courant maintenant que tout le monde. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas d'interprétation. On ne se fait pas une opinion sur des faits qu'on n'a pas. Pas de théorie du complot. Il n'y a pas de théorie du complot où on essaie de se faire organiser, qu'on va perdre notre job. Il est transparent. Si la police fait comme ça à l'avenir dans les prochains incidents, parce qu'il y en aura d'autres éventuellement, bien, ça va éviter les spéculations. Non, je ne souhaite pas ça, là, mais honnêtement, c'est une façon de faire qui va être à revoir. Bon, c'est clair. OK, bien, on a fait le tour de Québec-Canada. On va s'en aller à l'étranger. Oh! Là, les grosses affaires. Les grosses affaires. On va voir. Michaël Jean. Michaël Jean, la direction de l'Organisation internationale de la francophonie. Ben oui. Je ne sais pas si tu as vu, bien, elle a postulé pour ça. Il y a plein de gens qui disent que ce serait peut-être la bonne personne. Mais la réalité, c'est que la francophonie, où elle est le plus en ce moment, parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus de francophones dans le monde. Ici, c'est un peu en péril, là, le fait français, mais en majorité, en Afrique, il y a de plus en plus de francophones. Le français va bien dans le monde en général. Et Michaël Jean veut représenter l'Organisation internationale de la francophonie. Plusieurs spécialistes disent que ce serait peut-être la meilleure personne, malgré qu'il y a beaucoup de gens, surtout en Afrique, qui disent que ça devrait être un candidat africain. Mais on a l'air un peu de chicaner d'un candidat africain, donc peut-être que ça pourrait faire... C'est quoi l'importance, de ça, là, de la francophonie, pour toi? Ouais. Et deux, d'avoir quelqu'un d'ici qui pourra devenir
la personne la plus importante de la francophonie, si tu veux. Là. Si on prend quelqu'un de chez nous, c'est qu'elle va représenter finalement le bastion de personnes francophones dans un milieu anglophone, dans une Amérique purement anglophone. Bien, puis là, on parle de Québécois, mais on parle aussi des Acadiens, mais de tous les Franco-Canadiens, les Franco-Manitobains. Il y a du français partout. Là. J'étais allé à la communauté française de Yellowknife, j'étais le premier surpris, mais il y en a une. Là, et voilà. Si on a cet angle-là pour avoir une représentante de chez nous qui fait cet emploi-là, pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits partout dans le monde qui sont plus représentatifs au niveau de l'ensemble de la francophonie. Mais ça serait-tu un bon ambassadeur dans le sens où elle représente un pays où le français est en danger, en fait? Là? Bien, c'est comme je te dis, avec l'angle que finalement, elle est issue de ce pays-là qui se défend, se débat au niveau de la langue. Ça pourrait-tu donner un coup de pouce aux francophones du Canada? Peut-être, mais qu'elle le fasse comme il faut. On le sait que Michael Jean a quelquefois eu des frasques, eu des écartades, n'a pas toujours bien géré les dossiers qui lui ont été donnés. Donc, j'espère. Ben, comme gouverneur général, là, c'est pas elle qui décide beaucoup de choses. Bon, non, c'est ça, c'est de la représentation, mais je veux dire, comme direction, on va être beaucoup plus exigeant qu'au niveau de la représentation du gouverneur général. Donc, je ne doute pas de ses qualités, mais c'est certain que si on le fait avec une personne de chez nous, il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Bien, Michael, je te souhaite bonne chance, bon succès dans ça. On espère que tu vas l'avoir. Hey, le prix du baril de pétrole. Oui. Hey, c'est hallucinant comment que ça baisse. Il est dans les plus bas depuis longtemps. Même à la pompe, là, ça a pris plus de temps, bien sûr, là, parce que c'est pas les consommateurs qui doivent en profiter le plus. Qu'est-ce que ça l'indique pour toi? Parce que là, on dit que l'Arabie Saoudite veut garder le prix de pétrole, le prix du baril de pétrole bas pour faire concurrence au gaz de schiste américain qui est en pleine exploitation et que le marché va de plus en plus, parce qu'ils ont décidé de polluer les États-Unis avec ça maintenant aussi. Puis là, on voit tous l'oléoduc pour transporter les barils, parce qu'après lac mégantic, les oléoducs disent. Là, on parle de Keystone, on parle de celui sur la côte ouest. Et là, lui, Keystone, on sait qu'il y a eu un vote contre, etc. Le pétrole. Qu'est-ce que c'est important? Bien, c'est un besoin, honnêtement. Au kilométrage que tu fais, moi aussi, je veux dire, c'est un besoin présentement. Par contre, l'avantage d'un pétrole à la hausse, c'est qu'on va se forcer à faire des choix. Il y a des fois qu'à un moment donné, plus de covoiturage, on va trouver des solutions plus vertes. Ça, c'est à encourager. J'espère surtout qu'enfin, une technologie hybride et électrique qui est disponible depuis des années, on va enfin prendre ce virage-là et trouver des solutions. Ça commence, on s'entend que ça commence avec les voitures purement électriques. Mais tu sais que le brevet de la voiture électrique existe depuis les années 70, mais qui a été acheté par les compagnies de pétrole qui n'ont jamais voulu que ça se développe, en fait, pour garder leur marché. C'est très évident que le potentiel est là, ça fait longtemps, mais que ça a été freiné. Il ne faut pas que ça arrête. C'est pas parce que le prix de l'essence descend qu'il faut se lancer dans les voitures. On va tous s'acheter un Hummer, c'est ridicule. Par contre, comme consommateur, je ne te le cacherai pas que 15 cents de moins sur la quantité de litres qu'on consomme, des fois, c'est pas inintéressant. Ouais. Et j'espère qu'avec l'arrivée du temps des fêtes, il ne va pas un soupçon de catastrophe qui va faire que ça va augmenter de 15 sous pour finalement que les pétrolières en aient plus dans leur poche. Là, on s'entend. Ben ça, on voit ça souvent là, avant les gros congés. Ça arrive. Et je veux vraiment pas lancer la pierre aux petits détaillants qui essaient de s'arracher à la vie. Ils font pas. C'est pas eux autres qui absorbent l'ensemble des profits. Là. Ils font pas tant que ça avec le pétrole, là, mais on le sait que c'est un marché qui est ultra lucratif pour les compagnies. Donc, on s'entend que, rappelle-toi, il y a quelques années, l'essence a été pendant longtemps 64 sous et quelqu'un a dit un jour, il va être à 1 $. On a dit c'est impossible. Les pancartes ne sont pas faites pour avoir une pièce ou quelque chose. C'est impossible. Et j'ai 41 ans, mais ça fait pas 35 ans de ça. Là. Mais non, je me rappelle, moi, 20 piastres, là, on faisait le plein, puis il me revenait du change. Non, oui, tu partais avec, tu avais fait ta semaine avec ton plein, c'était correct. À 1,30 quelques, c'était devenu la normalité et on trouve présentement que c'est pas cher, à 1,22 $. C'est encore plus cher, là. Oui, puis en Europe, c'est encore plus cher. J'espère que les choix seront plus verts dans la technologie qu'on va adopter, plus que... J'espère aussi que les consommateurs vont pouvoir en profiter de cette baisse-là. Ben oui, à un moment donné. Là, on sait qu'elle est où, en tout cas. Violence à Jérusalem? Oui. T'en penses quoi? Bien, il y a une montée là, récemment. Là, il y a eu un attentat dans
une synagogue, etc., ça a tué des gens, puis là, on dit on va répondre encore. On dirait que ça fait 2000 ans que ça dure. Comment avoir une opinion sur ce sujet-là? Je veux dire, c'est des fondements qui sont tellement profonds et en dehors de nos connaissances. Même un spécialiste en la matière ne serait pas capable de phraser le conflit israélien en quelques phrases. C'est vrai que c'est l'affaire la plus complexe. C'est incroyable. J'ai des étudiants qui voulaient faire leur rapport de recherche de fin de deck là-dessus. Puis je leur ai dit, vous réalisez pas comment que c'est compliqué. Faites de quoi de plus simple, parce que je ne ferai même pas une thèse de doctorat là-dessus, tellement c'est compliqué. Exactement. Et même prendre position, les bons, les méchants, on n'est plus là-dedans. OK, j'ai compris. On passe à l'autre sujet. Merci. Nucléaire iranien, je le sais que ça fait des années qu'on en parle. Il y avait le Congrès de Vienne qui était là. On dit enfin, il faut arriver avec un accord sur le nucléaire iranien. Finalement, on vient de reporter ça encore de je ne sais plus combien de mois. Je sais pas, j'ai un peu un problème dans le sens où, eux, ils disent qu'ils veulent que le nucléaire, c'est seulement pour utilité civile, donc de l'énergie, etc. Ce que font les États-Unis, ce que fait la France, etc. Puis là, d'autres, on veut le dire, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je ne sais pas s'ils font des armes ou pas avec ça. Là. Je ne veux pas juger ce cas-là parce que c'est sûr que j'aimerais pas ça qu'ils fassent des armes avec ça. Mais je nous trouve des fois un peu effrontés d'aller leur dire comment faire parce que nous, personne, on n'accepterait pas qu'ils viennent nous dire là, ton hydroélectricité, tu vas faire ça de même, puis tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais. On n'accepterait pas ça, mais on se permet de faire ça chez les autres. Il y a un petit peu de problème avec ça. En même temps, je peux comprendre qu'on a peur. Parce que le nucléaire, c'est pas non plus là. Une bombe nucléaire, c'est gros quand même. Mais en même temps, écoute, le Pakistan, puis l'Inde, puis Israël en ont depuis des années, puis il n'y a personne qui trippe à lancer des bombes nucléaires. Hein. Et si on se permet de jouer au paternel avec eux autres en leur disant quoi faire ou pas faire, est-ce qu'on on est prêt à faire patte blanche avec l'utilisation qu'on fait de notre nucléaire? Hein? Je suis pas certain. Nous, on est les sacro-saints. Je suis pas certain s'il y avait des enquêteurs de l'ONU qui allaient vérifier les installations nucléaires aux États-Unis qui auraient le feu vert et qui pourraient aller voir par jamais. Fait que, si on se le permet... Ouais, toujours une chose qui va durer. Je veux qu'on finisse avec le jugement de Ferguson. C'est quoi ça? Ferguson, tu sais, cet été, il y a eu un jeune noir qui a été tué de 6 balles par un policier blanc. Et là, il y a des manifestations monstres. Là, il y a un jugement qui va être porté sur le policier. Qu'est-ce qui va arriver? Explication du jugement. Mais là, on s'attend à, s'il est lavé parce que c'est une police, puis ça l'arrive souvent, là, on ne se mentira pas, qu'il y ait encore des manifestations. Le Ku Klux Klan a même dit, si vous manifestez, on va aller tuer les manifestants, on va prendre les armes contre eux. Ça devient un peu intense. Moi, tu sais, avec Obama, président, j'avais comme l'impression que c'était un peu fini, le racisme, la ségrégation aux États-Unis, mais tu t'aperçois que pas en tout. En 2014, je le crois pas. Quand j'ai lu la nouvelle, j'ai suivi le débat un petit peu. Surtout quand on m'a dit le Ku Klux Klan fait des menaces. Ben oui, non, c'est ça. Là, je veux dire, quand on était au cégep, ils venaient nous voir en nous disant si les gens portent telle botte puis ont telle peignure, surveillez-les, ils peuvent faire des choses méchantes. On est en 2014, on a encore cette mentalité-là d'avoir des classes sociales avec des Noirs qui se font tirer. Bon, je dis Noir ou ça peut être un Italien ou peu importe. On a encore cette pensée-là d'associer une race avec un geste. C'est fou, comme si on avait une supériorité. Puis ce qui est triste là-dedans, là, c'est qu'il y en a qui vont stigmatiser, l'État islamique, là, ceux qui foutent la merde en Irak et en Syrie. Ils vont dire, ça, c'est les musulmans. Mais ça serait la même chose de dire, le Ku Klux Klan, ça, c'est les catholiques. C'est pas vrai. On se détache de ça. Fait qu'il faut pas stigmatiser tout ça. Puis c'est de réaliser comment ces groupes-là ont encore un pouvoir. Ils ont de diffuser l'information. C'est dangereux, c'est un message qui est dangereux, ça. C'est incroyable que ça existe encore, et surtout qu'il y a des gens qui suivent ça. Malheureusement, avec les plateformes web maintenant, écoute, ils ont tout dans les mains pour faire de la propagation. Là. Ce qu'on n'avait pas dans le temps avec des tracts en papier, on est loin de ça. Là. Donc, ça va être difficile à éteindre comme... J'ai bien hâte de voir que la réforme de la loi sur l'immigration aux États-Unis, en tout cas, on n'a pas fini d'en parler. Hey Francis, on a déjà terminé? Non, pas vrai. Ben oui. Hey. Merci d'avoir été des nôtres, Francis. C'est toujours un plaisir de partager ta sagesse, en fait, aux téléspectateurs. Et vous, téléspectateurs, je vous demande ma question classique. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé des sujets dont on a abordé? Vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous voulez revenir sur nos opinions? Écrivez-nous tvldm9@videotron.ca. Et même si vous voulez venir en studio, jaser avec nous autres, parler d'actualité, vous êtes les bienvenus, écrivez-nous.
Et aussi sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur TVLDM9. Allez là, allez aimer notre page parce que si vous faites ça, à chaque fois qu'il va y avoir des nouveaux reportages, des nouvelles émissions de tout ce qui se passe dans le coin, vous allez les avoir directement sur votre page Facebook. Et Dieu sait que Facebook, c'est comme la nouvelle église. C'est ainsi, à la place d'aller à l'église, on va voir ce qui se passe sur Facebook. Et voilà. Merci d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine pour une dernière émission avant Noël. Merci. Bye bye. Vous savez, les légendes de dragons cracheurs de feu aident à trouver des commandites. Vous aussi pouvez aider. Commanditez le marathon de lecture pour la sclérose en plaques. Entrez dans la légende. J'aurais jamais dû les rejoindre. Ils vont me trouver plate. Je me sens ridicule. C'est sûr qu'ils vont me juger. Je fais le pas là. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur. J'ai donc de la misère à respirer. Je vais mourir. Je vais pas mourir ici. Les troubles anxieux, on doit les prendre au sérieux. À mon âge, personne n'est à l'abri de perdre son emploi. Personne n'est à l'abri d'avoir une maladie. Personne n'est à l'abri de tout perdre. Personne n'est à l'abri de l'indifférence et de l'itinérance. C'est grâce à l'appui de tous que j'ai pu m'en sortir. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.